Alors, nous allons accueillir donc du coup pour une présentation à deux voix Myriam Eck de Stafit et Stéphanie Pitié du Bureau de normalisation de la fertilisation. Donc une présentation qui va porter sur efficacité de des fertilisants UE, quels sont les requis du règlement UE 2019-1009 et les enjeux de la demande de normalisation. Voilà, la parole est à vous. Merci. Alors, j'espère que tout le monde m'entend, j'ai une extinction de voix, ça tombe super bien. Alors, je suis Myriam Eck de la société Stafit, une rapide présentation de ma structure. Stafit est un prestataire de services en agrochimie qui accompagne les professionnels à la mise en marché des intrants agricoles, notamment des matières fertilisantes. Nous avons une équipe d'experts réglementaires à travers l'Europe, ainsi que des laboratoires, des serres et des équipements qui permettent de réaliser des essais et également tout un réseau de stations expérimentales pour réaliser des essais en conditions réelles d'application. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du règlement 2019-1009, également connu sous le nom de FPR. Ce règlement qui entrera en application en juillet 2022. Ce règlement qui a été écrit selon la directive de la nouvelle approche est fortement lié à tout ce qui est normalisation européenne. Ma présentation est donc conjointe avec celle de Stéphanie qui prendra la suite et qui vous parlera, elle, plus particulièrement de la normalisation européenne. J'ai voulu axer cette présentation sur certains critères, les critères d'efficacité de ce règlement. Donc tout d'abord, une remise en contexte au niveau de l'application. Il va permettre de mettre en marché dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne une matière fertilisante. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour la majorité des matières fertilisantes, si on ne considère pas les engrais minéraux, il faut passer par les réglementations locales, donc faire des demandes d'autorisation nationale pour pouvoir mettre en marché sa matière fertilisante. À horizon juillet 2022, on va pouvoir donc utiliser ce règlement pour la mise en marché européenne, mais pour cela, il va falloir respecter certains requis. Il va falloir notamment que la matière fertilisante réponde à une des catégories qui sont définies dans l'annexe 1 de ce règlement, que les matières premières qui composent cette matière fertilisante soient listées dans l'annexe 2 de ce règlement, que l'étiquette soit faite en conformité avec les requis listés dans l'annexe 3, et qu'enfin cette matière fertilisante subisse une évaluation de la conformité selon un des modules définis en annexe 4, le module dépendant de la PFC et ou de la CMC du produit. Et c'est seulement au terme de ces étapes-là que la matière fertilisante pourrait être considérée comme un fertilisant UE et être mis en marché dans l'ensemble de l'Union européenne. On a donc un ensemble de requis dans ces différentes étapes qu'on appelle des exigences essentielles. Ces exigences, un peu difficile à dire, essentielles, permettent en fait de vérifier les risques et bénéfices de cette matière fertilisante avant son utilisation. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout parlé de la partie risque. On a entendu assez de choses sur le socle commun, sur la partie innocuité. Je vais vraiment axer sur la partie efficacité et vous expliquer quelle a été la logique au niveau de ce règlement pour déterminer ces exigences. Pour pouvoir considérer ces critères d'efficacité, il faut se pencher en fait sur la définition de chacune des PFC, de chacune des catégories de fertilisants qui est définie dans ce règlement. Et si on regarde plus en détail, on va pouvoir déterminer deux types de fertilisants, que j'ai mis un code couleur pour que ce soit un peu plus clair. Donc, à l'heure actuelle, il y a 7 PFC qui sont définis dans le règlement. Et si on regarde les définitions de ces PFC, pour la première, un engrais doit apporter des éléments nutritifs. Un amendement minéral basique permet de corriger l'acidité du sol. L'amendement du sol permet de maintenir, améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol. Et enfin, un support de culture doit être un produit apte à garantir la bonne croissance des végétaux. On reviendra ensuite sur cette typologie. Si on regarde la suite des catégories de produits définis dans le FPR, on a les inhibiteurs et les biostimulants. Pour les inhibiteurs, il s'agit de produits qui vont permettre d'améliorer la libération des éléments nutritifs d'un produit en retardant ou en bloquant l'activité des groupes spécifiques de micro-organismes ou d'enzymes.
Pour les biostimulants, voici la définition exacte qui est donnée dans le FPR. Alors, je ne vais pas vous la détailler. Aujourd'hui, c'est celle qui fait consensus au niveau européen. Et donc, la principale chose à retenir, c'est qu'un biostimulant est un produit qui va améliorer des caractéristiques des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu'il contient. Donc, entre guillemets, il ne contient pas d'éléments nutritifs. C'est vraiment sur d'autres types d'effets qu'il va agir. Je ne m'attarde pas sur la PFC7 qui est en fait une combinaison, donc combinaison entre les PFC1 et PFC6, et donc qui doit réunir les efficacités de ces mélanges. Donc, si on revient sur la première typologie de matières fertilisantes dont je vous ai parlé, donc notamment les engrais, les amendements, les supports de culture, quels sont les critères d'efficacité pour ces matières fertilisantes-là? Si on se penche sur un exemple, sur les engrais par exemple, comme je vous disais, un engrais, l'objectif c'est d'apporter des éléments nutritifs. Ainsi, un engrais doit garantir des teneurs minimales en éléments nutritifs. Et si on regarde plus particulièrement les engrais inorganiques solides composés à macroéléments, donc un engrais minéral avec des éléments majeurs, on voit donc ce qui a été défini dans le FPR, c'est-à-dire que les teneurs minimales en éléments majeurs qu'il faut respecter. Un autre exemple ici, ce sont les amendements minéraux basiques, dont l'objectif est de corriger l'acidité du sol. Cet amendement doit donc avoir des caractéristiques intrinsèques qui lui permettent d'avoir une action sur le pH du sol. Et les critères qui sont donnés, les exigences qui sont données dans les FPR par rapport à ces amendements sont d'avoir des teneurs minimales en valeur neutralisante, en réactivité et en granulométrie. Donc, on est d'accord sur le fait que pour pouvoir respecter des critères d'efficacité sur ces types de matières fertilisantes, on va pouvoir le faire grâce à des mesures analytiques quantitatives. Donc, en mesurant des teneurs en éléments nutritifs, en mesurant d'autres types de paramètres comme la valeur neutralisante ou la granulométrie, on va pouvoir ainsi garantir l'efficacité de cette matière fertilisante. Pour l'autre typologie de produits dont je vous parlais, notamment les inhibiteurs donc de nitrification, de dénitrification et d'uréase, et les biostimulants. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'inhibiteur d'uréase, dont l'objectif est de réduire la volatilisation de l'ammoniac. Ce qui est défini dans le FPR aujourd'hui, c'est que pour pouvoir démontrer cet effet, il faut mettre en place un essai en conditions contrôlées qui permet de vérifier qu'on a bien une baisse significative à un niveau de confiance de 95%, une baisse d'au moins 20% de cette volatilisation. Pour un biostimulant, alors là, vous avez pu voir que en termes d'allégations, il y a quand même une liste assez longue, donc je ne peux pas vous détailler l'ensemble, mais si on prend en exemple, par exemple, la première allégation qui consiste à améliorer la biodisponibilité des éléments nutritifs, ce qu'il est indiqué au niveau du FPR, au niveau de l'étiquetage, c'est que pour pouvoir avoir une allégation de ce type, pour pouvoir afficher, par exemple, amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'azote, il va falloir mettre en œuvre un essai qui permet de prouver par rapport à un témoin non traité qu'on a bien une amélioration de cette nutrition azotée, de l'utilisation de l'azote. Donc pour cette typologie de matières fertilisantes, ce ne sont pas uniquement des analyses de caractérisation du produit qui vont permettre de garantir l'efficacité, il va bien falloir démontrer ces allégations. Et pour cela, il va falloir passer par des essais, que ce soit des essais en conditions contrôlées ou au champ, pour pouvoir garantir l'efficacité de ces matières fertilisantes. Donc, en conclusion, le règlement 2019-1009, le principe des règlements qui sont rédigés selon la directive de la nouvelle approche, ces règlements listent des exigences que doivent respecter les produits. En ce qui concerne l'efficacité, comme je viens de vous le présenter, ces produits soit peuvent garantir l'efficacité par des analyses, soit par des essais. Et voilà les informations qu'on a. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des solutions techniques pour pouvoir être conforme à ce règlement. Et le choix a été fait pour le règlement 2019-1009 d'utiliser des solutions techniques à base de normes harmonisées. Stéphanie va vous expliquer à la suite ce que sont ces normes harmonisées. Et ça représente beaucoup de travail, un gros challenge, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à la création de ces normes. D'une part parce qu'on a une nature très diversifiée des matières fertilisantes. Il faut que ces normes puissent être applicables, des méthodes d'analyse ou des méthodes d'essai puissent être applicables à des produits
minéraux, organiques, organominéraux, liquides, solides, avec différents types de matières premières. Et également, il faut que ces normes puissent être accessibles en termes de moyens techniques et scientifiques. Et également, d'un point de vue, on va dire plus réglementaire, juridique, il y a des conditions à respecter par rapport aux exigences qui peuvent être mises dans ces normes que je vous ai listées là. Notamment, il ne faut pas que ça exclue certaines catégories de produits, ou alors que ces méthodes aient fait la preuve de rigueur et de répétabilité, notamment via la réalisation d'essais interlabos. Et surtout, il ne faut pas qu'elles imposent l'application, l'utilisation de ces normes. Il ne faut pas qu'elles imposent une concurrence déloyale entre les différents opérateurs économiques et techniques, c'est-à-dire les laboratoires, les prestataires d'essais, mais également les metteurs en marché. Voilà, donc là je vais laisser la parole à Stéphanie qui va donc vous expliquer comment ces solutions techniques, ces normes harmonisées ont été mises en place. Et pour les questions, je répondrai après la présentation de Stéphanie. Merci. Donc effectivement, moi je vais vous expliquer un peu ce que c'est cette demande de normalisation et quels en sont les enjeux. Donc notre point de départ, c'est ce fameux règlement 2019-1009 qui définit des nouvelles règles pour la mise sur le marché des fertilisants en Europe et qui se base sur un principe qu'on dit le principe de la nouvelle approche. Ce principe, en fait, il se base sur une meilleure complémentarité entre les pouvoirs publics d'un côté et les organismes de normalisation de l'autre. Donc on a les pouvoirs publics qui fixent les exigences essentielles que doivent respecter les produits. Donc ça, c'est notre fameux règlement 2019-1009. Mais pour pouvoir fonctionner correctement, comme vous l'a dit Myriam, il a besoin de s'appuyer sur des solutions techniques, ces solutions techniques étant des normes qu'on dit des normes harmonisées. Et ces normes-là, elles ne sont pas rédigées par les pouvoirs publics, elles sont rédigées par les organismes de normalisation. Donc pour les fertilisants, cet organisme de normalisation, il s'appelle le CEN, le Comité européen de normalisation. Donc, quand le règlement européen est paru, on a la Commission européenne qui a travaillé en partenariat avec le CEN et ils ont fait une liste de tous les documents qu'il était nécessaire d'élaborer pour permettre au règlement de bien fonctionner. Et en fait, la demande de normalisation, c'est ça, c'est cette fameuse liste. Et au travers de cette liste, la Commission européenne a mandaté le CEN pour écrire un certain nombre de documents. Ces documents, pour la plupart, il a été décidé de les faire en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle des spécifications techniques qui vont être disponibles en avril 2022. Et ensuite, ces spécifications techniques, on va les reprendre et on va les transformer en normes européennes. Alors, pourquoi cette complexité? C'est parce que le process d'élaboration des normes, il est long. Il y a différentes phases d'enquête, il faut faire des essais interlaboratoires. Et en fait, tout simplement, comme le règlement il est d'application en juillet 2022, on n'avait pas le temps de faire des normes européennes. D'où la décision de faire paraître des documents qui sont finalement des documents transitoires, qui sont ces fameuses spécifications techniques, qui auront au moins le mérite d'être disponibles quand le règlement rentrera d'application en juillet 2022. Donc, si vous souhaitez participer aux travaux et que vous allez voir le CEN va vous dire « Ah ben non, il faut vous inscrire auprès de votre organisme national de normalisation », puisqu'effectivement, on ne peut pas participer directement à des travaux européens. Ce sont les organismes nationaux de normalisation qui suivent les travaux et qui peuvent mandater des experts pour participer aux travaux européens. Et en France, cet organisme de normalisation, c'est le Bureau de normalisation de la fertilisation. Les documents qu'on va élaborer, ce sont principalement des méthodes d'essai, donc des documents qui vont décrire les modes opératoires, qui vont permettre d'analyser tous les paramètres qui, eux, sont définis dans le règlement européen. Donc les paramètres d'efficacité dont Myriam vous a parlé, mais aussi tous les paramètres d'innocuité, puisque dans le règlement européen, on a des seuils en éléments traces, des seuils, des paramètres microbiologiques. Donc du coup, en face, il nous faut des méthodes pour décrire comment est-ce qu'on va mesurer et déterminer une teneur en arsenic, en cadmium, déterminer la présence d'Escherichia coli, par exemple. Et on a aussi des documents qui vont venir en appui des normes harmonisées, comme l'échantillonnage et la préparation de l'échantillon, la terminologie ou des principes généraux comme les allégations, par exemple, sur les biostimulants. Alors tout ça, c'est un travail qui est colossal à faire, d'une part parce qu'il y a énormément de documents élaborés, on a 90 spécifications techniques à faire, 150 normes européennes, et qu'en plus sur certains documents, on part de zéro. Par exemple, sur des matrices comme les biostimulants ou les engrais organiques et organominéraux, aujourd'hui, on n'a aucune norme sur ces domaines d'application-là.
Donc c'est un gros travail à faire dans des délais qui nous sont imposés par la Commission européenne et qui sont des délais très courts en fait, en tout cas au sens de la normalisation, des délais courts. Et tout en respectant ces délais, il faut évidemment qu'on soit capable d'aboutir à des normes qui correspondent aux attentes des parties prenantes françaises et qui soient aussi représentatives des techniques qu'on peut utiliser dans les laboratoires des producteurs ou évidemment dans les laboratoires externes. Donc, en soi, le process de normalisation, il permet déjà en partie d'être garant de ça parce que, je le disais, il y a différentes étapes d'enquête lors desquelles on va pouvoir recueillir les commentaires des différentes parties prenantes. Alors, les parties prenantes qui adhèrent au BNFERTI, mais pas que, puisqu'il y a des enquêtes publiques donc, auxquelles tout le monde peut répondre. Et on cherche aussi, un des points clés, c'est d'essayer de faire en sorte qu'autour de la table, on a un maximum d'acteurs issus d'horizons très différents pour être sûr qu'au final, on aboutisse à des normes qui satisfassent l'ensemble de la filière. Un autre enjeu pour nous, c'est d'aboutir à des normes fiables, évidemment, et qui sont conformes aux attentes de la Commission européenne. Donc la fiabilité, elle se fait au travers des essais interlaboratoires qui vont nous permettre de mesurer la répétabilité et la reproductibilité des méthodes. Et la conformité vis-à-vis des attentes de la Commission européenne, c'est un processus un peu parallèle qui se fait par des consultants indépendants, qu'on appelle des consultants HAS, qui vont regarder les documents qui sont élaborés par le CEN, ils vont les évaluer et s'assurer que ça correspond aux attentes de la Commission. Donc, on élabore ces documents, ils vont être publiés. Une fois publiés, ils vont être cités au journal officiel de l'Union européenne. Et si vous utilisez une norme qui est citée au JOUE, vous analysez votre produit, le résultat évidemment est conforme à ce qui est décrit dans le règlement européen, alors tout simplement votre produit sera réputé comme étant en conformité vis-à-vis des exigences du règlement. Il vous sera possible, si vous le souhaitez, d'utiliser vos propres méthodes qui ne sont pas les normes qui sont citées au JOUE. Par contre, il va vous revenir la responsabilité de prouver que la méthode que vous utilisez, elle est fiable et que du coup, elle permet de répondre aux exigences du règlement. Donc, on comprend assez facilement que pour des metteurs en marché, utiliser les normes qu'on est en train d'élaborer, ces normes harmonisées, ça simplifiera quand même le process de mise sur le marché. Donc, on arrive, nous, à un petit bout de chemin où on va avoir nos spécifications techniques qui sont publiées, mais on a encore un long chemin à parcourir puisqu'on a tous les essais interlaboratoires à lancer. On sait aussi qu'on a du travail qui va encore nous arriver puisque le règlement évolue. Il y a des nouvelles catégories de matières premières qui vont être intégrées dans ce règlement, comme les cendres, les struvites et les biochars. Donc du coup, en face, on va avoir une nouvelle demande de normalisation, probablement, qui finira par arriver, où on va nous demander d'élaborer des normes harmonisées pour pouvoir mesurer les paramètres définis dans le règlement sur ces nouvelles catégories de matières premières. Voilà, donc... Encore une fois, on essaye d'avoir un maximum d'acteurs autour de la table. On a du travail qui va arriver. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous êtes intéressé pour avoir des informations sur les travaux qui sont en cours. Merci.